Bonjour à tous pour ce webinaire sur eCluster. On va attendre encore quelques petites minutes juste pour que les participants puissent tous assister au début de la réunion. En attendant que tous les participants arrivent, est-ce que tout le monde nous entend bien? Alors, on a une fenêtre de chat pour pouvoir confirmer que tout Oui, le vous monde soit pouvez. correctement et pour poser les questions, bien entendu. Génial. Ok, tout passe bien. Impeccable. Impeccable. Eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, je me présente, Étienne Petit, donc société Notos ID Info. Je suis ici en présence de Cyril Char. Bonjour, bonjour à tous. Donc, Cyril Char, société Rocket Software, l'éditeur de la solution eCluster. Exactement. Donc, nous sommes ici pour vous présenter le logiciel eCluster, développé par Rocket et distribué par ID Info. Notos ID Info, c'est une société qui est issue de la fusion début 2020 des sociétés Notos et ID Info, qui était déjà prévue quelques 6 mois avant cette fusion effective et officielle. Notos, qui est très implanté dans le sud et qui est connu notamment grâce par son responsable Dominique Gate pour ses capacités de formation, de développement, notamment il développe plusieurs logiciels, et pour leurs offres de modernisation et de sécurité. Et ID Info, dont le responsable est Monsieur Guy Routier, et qui est principalement qui a posé sa réputation sur l'intégration hardware de tout ce qui tourne autour du power, donc pas seulement l'IBMI, mais c'est vrai principalement l'IBMI. Mais nous faisons également du support niveau 3, niveau 2, de l'intégration de logiciels et du conseil et de toutes les sortes d'activités qui tournent autour de l'IBMI et du Power. Notamment, nous avons été récemment agréés par IBM pour notre formation N3I qui se déroule sur des sessions de 5 semaines. Je passe la main à Cyril pour nous parler de Rocket Software. Alors, brièvement, donc Monsieur Char, en fait, je suis le responsable commercial pour la France pour Rocket Software, donc Rocket Software France. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Rocket Software, qui est pourtant un très gros éditeur du monde IBM et IBM Z. On peut parler de pépites cachées,
puisque Rocket est un éditeur avec plus de 1000 personnes dans la société et plus de 1000 développeurs aujourd'hui, donc vraiment un très gros éditeur. On a notamment ce qu'on appelle une business unit chez nous dédiée au Power avec plus de 160 développeurs, avec énormément de solutions finalement sur le Power et sur l'IBMI. On va parler aujourd'hui d'eCluster, qui est l'une des solutions que nous avons sur l'IBMI. Mais l'axe finalement aujourd'hui, la vision, l'axe de développement de la société autour du Power tourne autour des solutions d'optimisation et de modernisation des systèmes et des applications legacy. Ce qui est très important de noter par rapport à la société Rocket et qui a un impact finalement sur les outils comme la solution eCluster, c'est le partenariat unique qu'on a avec IBM. Puisqu'aujourd'hui, 50% du chiffre d'affaires de la société Rocket provient des solutions IBM développées par Rocket ou distribuées par Rocket. Donc, vraiment, le partenariat que Rocket a avec IBM est vraiment unique sur le marché. Et bien entendu, sur la France, Rocket a fait le choix de faire confiance à Notocid Info comme partenaire de choix pour assurer à la fois le support de notre solution eCluster, mais aussi de livrer les projets, nos projets de DevOps. On a une solution qui est leader de très loin sur le marché, qui s'appelle Aldon, et nos solutions de modernisation que beaucoup d'entre vous d'ailleurs utilisent. Donc Notos est notre partenaire pour livrer ces projets de modernisation et de DevOps, bien entendu avec l'appui des équipes de Rocket. Et bien maintenant, nous allons passer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez parce que moi, je n'entends plus du tout. On t'entend correctement, Philippe. Eh bien, parfait. On t'entend très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Bourgeois, et dans le cadre de ce webinaire donc, sur la solution de haute dispo, donc eCluster, moi, je vais vous faire un petit topo, donc une introduction sur la solution IBM DB2 Mirror for E, qui est donc sortie l'an dernier en même temps que la VCTR4. Alors, première chose importante, si on regarde quelles sont les préoccupations des clients IBMI aujourd'hui, alors vous le savez peut-être, il n'y a pas d'enquête qui est faite par IBM sur la base installée, mais il y a une enquête qui est faite depuis 6 ans maintenant donc par notre partenaire Help Systems, et ce partenaire donc fait une enquête auprès de la population IBMI, auprès de entre 500 et 600 clients chaque année, au niveau mondial, petites et grandes entreprises, et publie en fait un document donc chaque année qui s'appelle Marketplace Survey. Donc vous pouvez le télécharger, je vous ai mis le lien en bas. Et si on regarde un petit peu donc quelles sont les principales préoccupations des clients IBM aujourd'hui, sans surprise, et c'est déjà comme ça depuis de nombreuses années, on retrouve la sécurité, la modernisation des applications en 1 et 3 et la haute dispo, récupération en cas de sinistre. Donc, deuxième plus grande préoccupation aujourd'hui des clients IBMI est certainement la vôtre aujourd'hui. Je n'ai pas mis les slides qui vont avec derrière, mais si on regarde un petit peu, parmi ces clients-là, il y en a à peu près 50% en fait qui aujourd'hui ont une solution de haute dispo. Les autres utilisent d'autres technos comme les VTL, vraiment à partir d'unités de bande, etc., etc. Donc la haute dispo et le disaster recovery, donc la récupération en cas de sinistre, sont vraiment des préoccupations importantes en fait des clients IBMI aujourd'hui. Donc vous êtes déjà en fait peut-être équipé de solutions de ce type-là ou pas. On divise ça en 3 catégories. Si on regarde un petit peu les différentes tolérances de disponibilité, donc on les classe platine, or, argent et même bronze que j'ai pas fait figurer ici, mais globalement vous connaissez en fait
la réplication matérielle ou logicielle, hein, donc c'est ce dont va vous parler tout à l'heure Cyril et Étienne en fait avec eCluster. Le produit DB2Mirror for E dont je vais faire une petite introduction aujourd'hui, il est classé donc dans les produits de disponibilité continue. Hein, donc l'idée c'est d'avoir des temps d'arrêt planifiés, des RTO et des RPO, hein, donc Recovery Time Objective et Recovery Point Objective, qui soient le plus proche possible de zéro. Hein, donc avec une disponibilité continue, hein, donc ça ne veut pas dire 100% de disponibilité, hein, voilà. Mais c'est de la haute dispo 24/24/7/7, avec des temps d'arrêt planifiés qu'on essaye le plus proche possible de zéro, hein, ce qu'on appelle de la disponibilité continue, et non pas de la haute disponibilité. Donc DB2Mirror est dans cette catégorie de produits. C'est un produit dont il va permettre de faire un cluster, donc avec des nœuds, donc un nœud primaire, un nœud secondaire, avec de la réplication synchrone à très haute vitesse, en fait, entre les deux nœuds, donc, pour pouvoir assurer une disponibilité donc continue des applications. Donc, les objets en fait DB2, et on verra que ça s'étend à d'autres objets que DB2, en fait, seront en lecture-écriture sur les deux nœuds et de façon complètement simultanée. Hein, on peut travailler sur un nœud ou sur l'autre, ce qui va permettre de dire en fait et de faire, donc, dans ce type en fait de configuration, de dire que si un des nœuds en fait est défaillant ou si on fait une maintenance planifiée sur un des nœuds, on va pouvoir donc déplacer rapidement les workloads sur l'autre nœud et continuer à travailler sur l'autre nœud. Alors ça peut être fait avec éventuellement un redémarrage des applications ou complètement de façon transparente, hein, ça dépendra comment ont été créées les applications et est-ce que les objets ont été répliqués, est-ce qu'on a bien donc tous les objets de chaque côté. Voilà, donc c'est une solution qui a été annoncée l'an dernier, en mai 2019, et qui permet donc de faire ce qu'on appelle des clusters actifs-actifs, hein, donc la réplication à haute vitesse, hein, donc entre les deux nœuds. Objectif RTO et RPO proche de zéro, disponibilité continue des applications. Les prérequis pour pouvoir en fait mettre en place DB2Mirror, il faut que vous soyez au moins en technologie Power 8, donc aujourd'hui Power 8, Power 9, hein, et ensuite Power 10, etc. Les deux nœuds ne sont pas forcément dans la même technologie Power. Vous pouvez très bien avoir un Power 8 d'un côté, un Power 9 de l'autre. Il faut être au minimum en 7.4, hein, donc la dernière version d'IBMI qui a été annoncée en même temps que DB2Mirror, donc l'an dernier. Dans le futur, quand la 7.5, 7.6 sortiront, on pourra très bien avoir un nœud en 7.4 et un nœud en 7.5, mais pour le moment, donc, forcément 7.4. Pas forcément au même niveau de technologie refresh non plus, hein, donc on verra. On peut être à des niveaux de TR différents. Troisième prérequis, il faut le produit, hein, donc un produit qui s'appelle donc DBM, hein, donc 5770 DBM, donc un produit qui est facturable au cœur. Il faut aussi installer l'option 48 de SS1, hein, donc database mirroring, mais bon, ça c'est un particulier. Donc c'est le produit DBM en fait, hein, qui est database mirroring, qui est facturable au cœur. Actuellement, donc, il faut absolument être en stockage externe, hein, donc pas de stockage interne, il faut des baies de stockage. Mais IBM a annoncé un SOD, donc un Statement of Direction, hein, donc une intention de direction pour supporter dans le futur, on n'a pas encore de date, mais sur les disques internes, hein, pour que DB2Mirror marche également donc pour les disques internes. Mais pour le moment, c'est uniquement stockage externe. Et puis, pour pouvoir faire la réplication synchrone à haute vitesse, eh bien, il faut des adaptateurs, donc des cartes Ethernet un peu particulières, hein, qu'on appelle des cartes ROCE, R-O-C-E, donc jusqu'à 100 gigabits. Et en fait, comme vous le voyez ici, comme c'est indiqué ici, en fait, entre le nœud 1 et le nœud 2, entre le nœud primaire et le nœud secondaire, eh bien, vous avez une distance maximale de 100 mètres. Si vous installez un switch ROCE, vous pouvez doubler, donc avoir 200 mètres. Mais on reste, vous voyez, en fait, sur des distances faibles. Donc, le DB2Mirror n'est pas une solution de disaster recovery, hein, donc de reprise après sinistre. C'est une solution où on reste avec 100 mètres maximum entre les deux sites, hein, entre les deux nœuds. Donc c'est généralement sur le même site ou peu de distance. Donc ça ne, en cas d'inondation ou en cas d'incendie, etc. Voilà, on n'est pas dans une solution de reprise après sinistre. Et on verra d'ailleurs que c'est compatible avec les solutions de reprise après sinistre, hein, donc, dont on parlera après.
Donc voilà pour les prérequis. Quels sont les objets qui sont répliqués? Donc le produit s'appelle DB2 Mirror for I. Donc les objets qui sont répliqués sont des objets DB2, bien sûr. Alors ça peut être les objets fichiers natifs, donc fichiers physiques et logiques créés à partir de DDS sont bien évidemment répliqués. Et puis bien évidemment donc tous les objets SQL. Alors, je vous ai mis ici l'ensemble de tout ce qui est répliqué, donc bien sûr les schémas, les tables, les vues, les annexes, mais tout ce qui va derrière, donc qui concerne SQL, donc les procédures, les fonctions, les triggers, les séquences, les packages SQL, vos propres types de données SQL, si vous faites du XML, donc les référentiels de schéma XML, les global variables, tout le RCAC, donc les droits sur les lignes, les masques de colonnes, les contraintes, l'état temporel, donc tout ce qui concerne SQL est répliqué en fait entre les deux nœuds. Mais nous n'avons pas que les objets DB2, nous avons aussi donc de façon systématique les profils utilisateurs, les listes d'autorisation. Si vous faites des changements donc sur les attributs de sécurité, ça sera répliqué. Si vous ajoutez ou vous modifiez des fonctions d'usage, ça sera répliqué. Et puis vous voyez à droite que vous pouvez aussi donc répliquer les descriptions de travail, les programmes et programmes de service, data area, etc., etc. Donc des objets qui sont dans des bibliothèques. Donc vous pouvez aussi au niveau des bibliothèques si les objets supportés sont réplicables, vous pouvez répliquer au niveau de la bibliothèque. Vous pouvez répliquer aussi juste la définition de la bibliothèque. On a aussi donc les valeurs système et les variables d'environnement. Et puis de façon un peu particulière, avec une gestion un peu particulière, donc les job queues, les out queues. Alors, les out queues permettront donc de dupliquer les spools, mais vous ne pouvez pas dupliquer les spools de façon individuelle. Ça sera au niveau de l'out queue par exemple. Voilà, concernant tout ce qui est répertoire et objets qui sont dans l'IFS, ce n'est pas réplicable directement. Ça ne marche que si, en fait, vous êtes en IASP, donc les ASP indépendants. Alors, j'en ai pas parlé, mais en fait, pour tout ce qui est DB2, je reviens un petit peu en arrière. Ça marche aussi bien pour l'ASP système que pour les ASP indépendants, donc les IASP, les ASP utilisateurs. Pour les fichiers IFS, ça ne marchera que si vous êtes en IASP et si vous complétez ça avec les solutions IBM Power Achat. Donc pour le moment, pour les fichiers IFS, voilà la solution. Tout ce qui n'est pas dans cette liste n'est pas réplicable. Donc j'ai mis quelques objets qui ne sont pas répliqués à aujourd'hui. Donc les fichiers unités, donc les objets files à part les PF et les LF et les fichiers DDM. Donc, par exemple, les fichiers écran, les fichiers imprimantes, les fichiers banque, les fichiers éventuellement disquettes, bon, enfin, on n'en parlera pas, mais les fichiers ICF, etc., ne sont pas répliqués. Les menus, les commandes, les récepteurs de journaux, les user space, etc., aujourd'hui ne sont pas répliqués. Et j'indique bien à aujourd'hui, parce que dans le prochain technologie refresh qui va sortir, donc IBM sort 2 technologies refresh par an, une fois au printemps, donc une fois à l'automne. Donc là, dans le prochain technologie refresh, le TR2 sur la 7.4, qui sortira mi-avril, il va y avoir donc des nouveautés sur DB2 Mirror et un petit peu plus en fait donc d'objets qui aujourd'hui ne sont pas répliqués mais qui le sont. Donc ça va évoluer avec le temps. Donc surveillez les annonces des prochaines technologies refresh. Concernant les applications, je vais commencer par la partie droite. Aujourd'hui, pour les applications 5250, elles travaillent. Donc les jobs sont des jobs interactifs qui sont liés à un nœud bien particulier. Les objets sont répliqués entre les deux nœuds, mais les applications sont liées à un nœud. Donc, ça veut dire qu'en cas d'arrêt sur un nœud, en cas d'arrêt sur le nœud 1, par exemple, pas de problème. Vous pourrez en fait continuer à travailler sur le nœud 2, mais il faudra redémarrer les applications sur le nœud 2. Par contre, en cas d'application web, donc sur la partie gauche, si vous avez par exemple un load balancer ou si vous avez des applications Java et qui utilise en fait la dernière version du driver JDBC. Dans la dernière version du driver JDBC, application web Java avec le driver JDBC, vous avez une propriété au niveau en fait donc du driver JDBC qui s'appelle serveur alterné, donc alternate server, et qui permet d'indiquer quel est le nom du serveur sur lequel en fait la couche de communication doit se positionner en cas d'arrêt en fait du premier serveur. Et donc, on peut avoir vraiment une disponibilité vraiment continue des applications sans arrêt des applications web. Si un nœud, en fait, s'arrête, le driver JDBC va basculer automatiquement sur le deuxième nœud. Donc, c'est une propriété du serveur JDBC aujourd'hui. Ou alors, vous passez par un load balancer et à ce moment-là, dans les deux cas, en fait, vous n'avez pas d'arrêt des applications web. Dans les applications 5250, il faut redémarrer, en fait, sur le deuxième nœud.
Voilà. Ça, c'est tout ce que l'on vient de voir, c'était du DB2 Mirror en mode actif-actif, mais DB2 Mirror peut marcher aussi en mode actif-passif. Hein, vous pouvez très bien avoir sur le premier nœud donc, vos workloads de production, hein, donc classiques, hein, application web 5250, etc. Et vous servir donc de la réplication donc, sur le deuxième nœud parce que vous voulez utiliser le deuxième nœud comme nœud avec un magasin de données, on va dire, hein, pour faire du BI ou de l'analytique hein, sur le second nœud, pour ne pas donc, pénaliser les performances sur le premier nœud. Et en fait, la réapplication donc, se fait par DB2 Mirror. Hein, donc, on peut très bien être en mode actif-passif, mais effectivement, en fait, l'intérêt quand même majeur de DB2 Mirror, c'est de travailler en mode actif-actif pour la disponibilité continue des applications. L'interface d'administration est une interface web, hein, donc, et c'est une interface web qui est assez sympathique à utiliser, assez simple à utiliser, assez performant, donc elle se démarre, hein, HTTP, le nom du serveur 2.2006/DB2 Mirror, et vous pouvez ensuite donc configurer votre DB2 Mirror, et puis comme vous le voyez à droite, hein, donc ensuite faire des opérations sur les nœuds, hein, donc suspendre DB2 Mirror sur un des nœuds parce que vous allez faire de la maintenance planifiée à upgrade sur le nœud en question, faire muter les rôles, etc., redémarrer. Hein, donc, voilà. Donc ça se fait par une interface graphique. On peut aussi utiliser en fait des services SQL, hein, donc des services IBMI, pour les règles de réplication, pour les objets qui vont être répliqués, pour l'état de réplication. Donc tout ça peut s'interroger par SQL via les services IBMI. Ils sont même intégrés maintenant dans ACS, hein, dans l'interface d'administration ACS, dans les exemples ACS. Hein, vous pouvez accéder à tous les services IBMI SQL de DB2 Mirror. Mais sinon, en fait, ça se fait par une interface graphique assez bien faite, assez simple, aussi bien pour la partie configuration que pour la partie exploitation, maintenance des nœuds, comme vous le voyez sur la partie droite. Les DB2 Mirror est complètement compatible avec les solutions donc, de haute dispo et de disaster recovery, hein, donc de reprise après sinistre du marché. Donc, c'est complètement complémentaire, hein, voilà, donc, sur des sites éloignés donc pour du disaster recovery. Donc, que ce soit avec les solutions donc hardware, Power Achat avec du Metro Global Mirror, hein, donc application synchrone asynchrone, Metro Global Mirror sur donc la réplication du stockage avec du Power Achat, ou avec les solutions de réplication logicielle, basées en fait sur la journalisation. Donc comme la solution iCluster que va vous présenter donc dans quelques minutes Étienne et Cyril. Donc complètement compatible hein, donc avec ces solutions-là, hein, que ce soit les solutions matérielles ou les solutions en fait de réplication logicielle. Si vous voulez en savoir plus, donc moi je vais arrêter là, je voulais juste vous faire une petite introduction en fait au produit des Mirror, qu'est-ce que ça permet de faire, quels sont les prérequis, enfin, quels sont les objets qui sont répliqués, et puis voilà. Si vous voulez en savoir plus, hein, donc il y a de l'information en ligne, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a le Knowledge Center, bien sûr, donc il y a une rubrique DB2 Mirror, mais il y a aussi en fait un très bon Redbook, hein, donc qui permet de démarrer avec DB2 Mirror. Il a été écrit, entre autres, par, vous voyez, en fait, deux personnes, et c'est la première sur laquelle je voudrais insister un petit peu, c'est Jean-Luc Bonhomé, donc il travaille en France, hein, il est au centre, au Client Center, en fait, donc au IBM System Center, de Montpellier. Donc, il a participé à l'écriture de ces Redbooks. Hein. Il y a deux personnes, donc Ludovic Ménard et Jean-Luc Bonhomé, qui connaissent très bien ce produit, et qui d'ailleurs organisent, ont organisé déjà début janvier un workshop de 3 jours sur DB2 Mirror. Je pense qu'il y en aura un autre au second semestre. Donc, si ça vous intéresse en fait de participer à ces workshops, n'hésitez pas à nous faire signe pour qu'on organise éventuellement d'autres sessions de ce workshop DB2 Mirror dans les locaux d'IBM Montpellier. Et j'en profite d'ailleurs pour vous signaler, et je terminerai là-dessus, qu'il y a 2 événements majeurs qui vont donc avoir lieu cette année, des événements IBMI majeurs, donc en 2020. Le premier se passera effectivement donc, dans l'IBM System Center de Montpellier. C'est ce qu'on appelle le Common Europe. Donc, vous savez, donc, le club utilisateur Common France a une organisation au niveau Europe qui s'appelle le Common Europe. Et chaque année, ils organisent un congrès hein, donc, qui s'appelle le CEC, le Common Europe Congress, dans un des pays d'Europe. Donc, pour la première fois, ça se passera en France. Ça se passera donc dans le centre IBM donc de Montpellier. Plus de 80 sessions,
majoritairement IBMI, mais aussi quelques sessions sur AX et Linux. Donc, je vous encourage à venir à cet événement parce que c'est vraiment unique. Ça sera l'occasion de rencontrer tous les speakers IBMI de renommée internationale. Donc, ils seront pratiquement tous là. C'est vraiment l'occasion d'avoir des speakers de haut niveau. On aura aussi des speakers de Montpellier, hein, et qui vont, donc l'idée c'est de pouvoir aussi profiter de toute l'infrastructure du centre de Montpellier, donc pour faire des workshops, des labs approfondis, de rencontrer voilà, des personnes qui savent discuter de l'ordinateur quantique, de l'intelligence artificielle, etc. Donc on a des spécialistes à IBM Montpellier sur ces sujets-là. Donc on va faire aussi quelques sessions là-dessus. Il y aura des executive days, hein, donc des sessions spéciales réservées en fait pour les DG, les CIO, les CTO pour rencontrer les chefs de produits ou le chef de marketing en fait, etc. d'IBM, de l'IBMI. Bon voilà, donc ça sera du 15 au 16, le 15 ou le 16 en fait, hein, donc sur 2 jours et demi ou 3 jours et demi jusqu'au 18 juin dans les locaux d'IBM Montpellier. Et puis, le deuxième événement IBMI, c'est l'événement annuel donc qu'on appelle l'Université IBMI. Et donc, on a décalé en fait à début octobre, hein, donc toujours 2 jours en fait réservés à l'IBMI. Hein, on avait 700 personnes l'an dernier, 56 sessions techniques, majoritairement en français, hein, donc cette fois-ci, avec des sessions plénières. Donc, n'hésitez pas non plus à venir à cette université. Voilà, je vais en terminer là. Je vous souhaite une bonne journée et Cyril et Étienne, je vous redonne la main, enfin c'est vous qui reprenez la main pour la présentation donc du produit de réplication iCluster. Merci à tous. Merci Philippe. Impeccable. Donc justement, oui, cette solution DB2 Mirror Fori est effectivement une solution de continuité et nous, on s'inscrit très bien pour répliquer de façon sécurisée les informations d'un site local à un site distant. Donc c'est vraiment une solution de gestion en cas de désastre. Alors donc Étienne Petit, je suis donc chef de produit chez Notos ID Info et nous sommes un partenaire qui est vraiment local et implanté sur tout le territoire français par excusez-moi, est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que j'ai eu très bien. Excusez-moi pour ce contretemps. Nous sommes donc une société qui est implantée sur le secteur local, que ce soit au sud de la France grâce à l'implémentation historique de Notos qui est à Montpellier, qu'au nord de la France grâce à l'implémentation historique d'ID Info. C'est dans l'ADN et dans le métier d'ID Info d'être de réaliser du support. Donc, nous connaissons très bien le sujet et nous sommes un support de proximité francophone, bien qu'il est évidemment possible d'avoir des échanges anglophones si nécessaire. Mais nous sommes bien entendu en collaboration étroite avec Rocket Software, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème qui est à escalader au niveau des développeurs, on peut le remonter à Rocket. Mais il faut bien garder en tête que Notos ID Info va rester l'unique interlocuteur en France. Merci Étienne. Étienne insiste sur la partie partenaire local
qui est très importante en fait quand on investit dans un produit de réplication comme eCluster, parce qu'on veut justement pouvoir faire appel à un partenaire non seulement dans la langue, dans la langue française, mais aussi vraiment un partenaire local qui peut intervenir rapidement. Et c'est notamment aujourd'hui quelque chose que l'on voit qui fait défaut sur ce marché. C'est pour ça que Rocket a décidé de réinvestir côté marketing sur la solution eCluster. eCluster, à savoir, est une solution qui existe sur le marché depuis très longtemps. À l'origine, c'était la solution s'appelait Data Mirror, qui ensuite a été rachetée par IBM et ensuite rachetée par Rocket Software à IBM quand IBM est passé sur la réplication hardware au moment de Power Achat. De nouveau, j'ai expliqué un peu plus tôt qu'on a une relation très particulière avec IBM. Il faut savoir que eCluster se démarque du marché par deux choses: une facilité d'utilisation du produit et d'installation du produit, une solidité du produit, c'est un produit vraiment solide et éprouvé, mais aussi, et ça c'est un élément important spécifiquement sur le marché français, que l'on connaît bien, c'est la partie tarifaire. Donc on a une stratégie tarifaire qui est vraiment attrayante pour les clients finaux et pour les hébergeurs. Donc, on vous invitera à nous contacter évidemment à ce sujet plus tard pour regarder ça en détail. Sur le produit Cluster en lui-même, là où je veux insister avant que Étienne fasse une présentation du produit, c'est que le produit est en évolution constante depuis qu'il a été racheté par IBM. Maintenant, je crois que ça fait à peu près 6-7 ans. Bien sûr, avec des améliorations constantes, de l'amélioration en termes des performances et bien sûr est compatible avec la dernière version d'OS 7.4. Je reinsiste de nouveau, le support français pour le produit eCluster est effectué par Noto-CD-Info avec l'appui des équipes de Rocket. Avant de passer sur la démo de Étienne, je voulais juste mentionner un petit exemple. Parce qu'il faut savoir qu'en général, le marché de la réplication en France, si vous n'êtes pas déjà équipé, c'est quand même un marché de remplacement, un remplacement des solutions existantes. On vient de livrer très très récemment chez un de nos larges clients, en l'occurrence c'est une assurance italienne. Le projet a été initié chez eux dû à un manque de support après des problèmes récurrents de performance. Alors on peut effectivement arriver sur n'importe quel produit à avoir des petits problèmes. Le problème c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir le support local, et c'est pour ça que j'insiste sur le support local dont ils avaient besoin et dans les temps requis. Ils ont fait donc un projet, évalué 2 solutions et ont très rapidement choisi la solution eCluster. On a pu faire le remplacement de la solution en seulement 4 jours, sans aucune perte, bien entendu. Donc à aucun moment il y a eu un risque, et ils ont pu immédiatement voir une amélioration des performances de réplication de 50%. Donc c'est valable pour un petit client. Donc les petits clients vont vraiment être, quand je dis un petit client, un client qui va avoir des serveurs en P5, P10 déjà c'est un client de certaine taille, mais c'est valable aussi pour les très gros clients. Donc on a vraiment des clients qui font juste de la simple réplication sur 2 serveurs de partition, et puis on va avoir des gros clients qui vont faire ça sur des centaines de partitions un peu partout dans le monde. C'est aussi vraiment une solution qui est extrêmement flexible, qui s'adaptera très bien à l'ensemble des besoins de clients. Je passe la main à Étienne pour qu'il puisse vous faire maintenant une présentation plus technique du produit. Merci Cyril. Alors, je vais vous présenter l'interface graphique du produit, mais on suivra aussi les actions sur le 5250 et je placerai quelques petits mots sur l'interface web qui est disponible avec le produit. Alors pour la démonstration, je vais quitter la présentation et vous présenter du coup le produit eCluster. Nous avons ici la vision que tout le monde connaît en 5250. Vous avez à gauche la session en vert qui est la session qui sera la session source, et la session en bleu qui sera la session cible. Je place un petit mot rapidement pour ceux qui connaissent mal les solutions de haute disponibilité. Toutes les solutions de disponibilité, je les connais bien. Donc, pour ceux qui connaissent, j'ai travaillé
J'ai commencé mon arrivée autour de l'IBMI sur une petite société que certains connaissent qui s'appelait Traders. Donc je connais bien les logiciels de haute disponibilité. Tout simplement, avant d'écrire sur disque l'information, on écrit dans ce qu'on appelle un objet journal qui va loguer toutes les actions qui se font sur le système, et c'est ces objets journaux qu'on va envoyer sur l'autre, le système cible, pour les lire et appliquer les modifications qui ont été inscrites dedans. Donc c'est pour ça qu'on parle de réplication logicielle. Donc on reste sur de l'interface 5250 classique. Je vais vous montrer quelque chose qui est un peu plus sympa. Alors, qui est l'interface, le GUI, l'interface graphique de l'application. Alors, elle se charge. Excusez-moi. Alors, elle était simplement sur le mauvais écran. Je vous la ramène ici. Rien de plus simple pour se connecter. On renseigne un nom de host, un port, le profil et le mot de passe. Et ensuite, on peut choisir, une fois qu'on s'est connecté, si on se connecte sur la source ou la cible. Je vais en plus démarrer la log sur l'interface graphique. Alors, excusez-moi, ça se met en bas. Alors, je vous remonte ceci tout de suite. Nous avons ici donc l'interface graphique du produit qui s'associe avec l'interface graphique qui gère la log du produit. C'est simplement une représentation graphique des logs auxquels vous êtes habitué, avec le code source, la description et le code du message. Vous avez en plus sur quel node il s'effectue, parce qu'il suit les logs qui sont édités pour le système source et à la fois aussi pour le système cible. Alors, comment est composé le produit? Simplement, il se base sur un fonctionnement dit de node ou de nœud. Pour nous, les deux systèmes seront le système dit source et dit cible. Donc, c'est les deux systèmes qu'on le voyait ici. Le système source étant V7R3.1 et le second système, le système cible étant V7R3.2. On les retrouve ici. Je précise tout de suite, donc on parle bien de haute disponibilité, donc de réplication en temps réel de toutes les informations ou d'une partie des informations du système, mais on peut effectivement faire simplement de la réplication de données, ce qu'on appelle du refresh only sur ce produit-là, et également on gère le cas spécial, donc pour ceux qui ont déjà eu affaire à la haute disponibilité, un cas très spécial et qui est néanmoins rencontré très fréquemment, c'est le cas de la réplication du logiciel MQ Series. Donc là, il est traité vraiment natif dans le produit de façon spécifique. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la réplication, donc haute disponibilité, la réplication en temps réel. On voit ici qu'il y a déjà un événement, déjà un environnement, excusez-moi, démo1, démo2. On ne va pas s'en occuper tout de suite. Nous, on va d'abord créer de zéro un nouvel environnement. On va le populer, on va le démarrer et suivre son environnement. Alors, on rajoute un événement, donc moi je vais l'appeler démo1, démo1. On va garder, alors ils ont déjà leurs propres paramètres par défaut qui sont tous paramétrables dans le menu général du produit. On va simplement lui préciser quelle va être la node primaire, donc la node source, et la node secondaire qui est la node cible. Et on exécute, on a tout de suite notre second environnement qui vient de se créer là. On va tout de suite lui indiquer qu'est-ce qu'il va répliquer, parce que pour l'instant le groupe il est vide. On va rajouter donc certains objets. On a une bibliothèque qui est prête de côté, qui s'appelle démo1. On va prendre tous les objets de cette bibliothèque. On va prendre les objets de tous les types. On va répliquer toute la bibliothèque en entier. Donc on va laisser tous les autres paramètres par défaut. On peut inclure ou omettre bien entendu une sélection. Nous on va l'appliquer. Vous voyez bien que on a native object ou path object, donc les objets DB2 et les objets IFS
bien entendu, on peut répliquer les deux de façon native sans aucun problème. On voit notre ligne de sélection qui s'affiche, tout va bien, et on va pouvoir maintenant, alors avant de le démarrer, je vais ouvrir ce qu'on appelle le moniteur de performance. Excusez-moi. Le moniteur de performance qui s'affiche ici. Voilà. Donc vous remarquez, pour chacune des actions, j'ai fait ici clic droit pour bien vous montrer à quoi correspondent mes actions, mais vous avez l'équivalent ici en bouton pour des actions automatiques. Bien entendu, toutes les actions que je fais ici peuvent être effectuées sur le 52-50 si c'est souhaité, et chaque option de menu 52-50 correspond bien évidemment à une commande derrière pour pouvoir réeffectuer ces actions en batch. Alors, on va augmenter un peu cette fenêtre. Comment ça se présente? Nous avons donc le nœud source, donc qui est ici notre session verte, qui va lire les journaux sur lesquels toutes les informations du système sont écrites, qui va les envoyer. Donc là, c'est représenté par cette flèche-là. On est bien sûr pour l'instant en flèche rouge parce que l'environnement n'a pas été démarré, qui va être stocké dans une bibliothèque qu'on appelle le staging store, qui va être simplement une bibliothèque tampon. Je vais venir pourquoi. Et donc ces informations-là, ces récepteurs de journaux-là, vont être lus pour pouvoir interpréter les actions qui doivent être effectuées sur le système cible et vont être effectuées, c'est ce qui est représenté par la seconde flèche. On a aussi à chaque instant le nombre d'objets qui sont hors synchro, où il y a un problème, ou le nombre d'objets que l'on a suspendus. À quoi sert ce staging store? On y reviendra un peu plus en détail, mais simplement, on a la possibilité d'interrompre l'application des journaux, donc la seconde flèche du processus, l'application des journaux sur le système cible, tout simplement pour effectuer soit des tests de résilience de vos applications, soit effectuer des sauvegardes, vous pouvez faire des sauvegardes déportées, soit pour effectuer n'importe quelle action pour laquelle on a besoin que la réplication soit désactivée sur le système cible. Néanmoins, si on fait ces actions, on souhaite toujours conserver le principe de disponibilité. On ne veut pas avoir d'interruption de service au niveau de la sécurité, tout simplement parce que si on est en train de travailler sur la cible et que la source lâche, on veut pouvoir en urgence pouvoir redémarrer le système sur le système cible. Et ce processus donc arrête les postes de journaux, mais en attendant, ils sont donc toujours envoyés sur ce système cible et donc stockés dans ce staging store. On y reviendra, je vous ferai une petite démonstration du principe. On va pouvoir maintenant démarrer cet environnement. Avant, je voulais vous montrer d'abord ce qu'on réplique. Donc, dans cette bibliothèque des moins, c'est une petite bibliothèque de démo, donc on a mis quelques petits objets que vous pouvez voir ici. Sur le système cible, cette bibliothèque-là, elle est vide, donc il n'y a aucune information. Du coup, pour la première fois, vu que ça sera une première réplication, il faudra forcer donc un refresh, donc ce qu'on appelle les refresh ici, qui vont être donc prendre tous les objets et les envoyer une première fois sur le système cible avant d'effectuer la mise à jour en temps réel. Donc on va se démarrer ce groupe applicatif. C'est la première fois qu'on le démarre, donc on va lui dire de démarrer les travaux d'application des journaux, donc ce dont je vous parlais, la seconde flèche sur cette interface graphique là. Et en plus, on va lui sélectionner l'option de refresh pour lui dire de démarrer en exécutant le tout. Et simplement exécute. On voit qu'il passe en orange sur cette interface graphique-là et on voit qu'il démarre ici. D'abord, la première, il envoie les postes et ensuite, ils sont appliqués. Ici, on est passé bien en statut bleu sur l'application. On va mettre ça en grand pour que vous voyez mieux. Sur l'environnement des moins, on est passé en bleu, contrairement à l'ancien système qui est toujours arrêté. Donc, on voit bien qu'il est démarré. C'est quand même plus joli et plus simple de cet affichage-là qui vous donne tout en un écran en fait.
Vous pouvez voir, donc effectivement, on parlait de journaux, c'est vraiment le cœur du produit, de n'importe quel produit de haute disponibilité, c'est la gestion des journaux. On voit ici donc le journal d'audit et un journal applicatif qui est placé dans la bibliothèque Démo 1. On remarquera ici, la bibliothèque Démo 1 était vide. Le produit a recréé de lui-même un journal et un récepteur de journal attaché dans cette bibliothèque, à l'image de ce qui se fait sur le système source, pour journaliser les objets sur le système cible et être capable de redémarrer le plus rapidement possible. Donc là, les deux flèches sont verts. On a bien de la réplication qui est synchrone et qui fonctionne bien. Bien entendu, on peut, voilà, si on voit qu'il y a un petit retard qui s'affiche, il suffit de faire un refresh et le retard disparaît. Simplement un délai d'affichage. Et on a toutes les informations qu'il nous faut sur cet écran. Évidemment, tout ça est bien sûr faisable en 50-50. On a l'équivalent de cet écran par l'option 8, donc le Full Cluster Status Monitor, ou Live Monitor pour son petit nom. Je vais vous mettre cet écran plus grand pour que vous voyez mieux. Et là, on peut de la même façon, en 52-50, suivre l'évolution de votre réplication. Donc on voit pour le node source, sur quel sera le node de backup, donc ce qui est représenté ici, donc le node primaire, le node secondaire de backup, le groupe de réplication utilisé, donc chez nous D-1, D-, et ensuite la liste des journaux qui vont être répliqués sur le système cible. Donc, comme on l'a vu, QEDJN, le journal d'audit et le journal applicatif. On peut voir à tout moment la latence en lecture, la latence en écriture sur la cible, la latence totale. Donc c'est dynamique, bien entendu. La latence, un statut de latence si on a un blocage quelconque. Et on a aussi d'autres informations de statut, notamment, j'en profite pour signaler cela. On peut, là, ce qu'on a utilisé, ce sont simplement un envoi de postes sur le système cible, donc de postes de journaux. Mais ces journaux-là ne sont que unidirectionnels. Alors, on récupère un acknowledgement, un statut de la cible, mais on ne récupère pas d'objet de la cible. Il est possible de mettre en place ce qu'on appelle des remote journals, ce qui est utilisé par d'autres applications. On a certaines applications concurrentes qui se basent uniquement sur des remote journals et d'autres qui se basent uniquement sur des journaux simples, un envoi simple de journaux. Ici, on a le choix. Ça sera affiché dans cette colonne-là. Il y aura un A pour dire que c'est actif. Donc, le remote journaling est actif. Ici, on utilise des journaux simples. Production backup, on peut voir pour chaque journaux, chaque groupe, chaque node, quel est l'état du journal. A comme actif, I comme inactif, et le petit trait, c'est simplement dont on n'a pas l'idée de ce qui se passe sur la cible, tout simplement parce que là, l'environnement est bien sûr arrêté. Donc on voit qu'ici tout va bien, on est bien en actif, les journaux sont bien, on n'a pas d'objets suspendus qui seraient affichés dans cette colonne-là. On n'a pas d'objets hors synchro. On est prêt à basculer et il n'y a pas d'opération en cours, donc tout va bien. On a toutes ces informations-là que vous retrouvez bien sûr dans la doc qui est très bien écrite et qui est mise à jour régulièrement. Donc vous retrouvez toutes ces informations sans problème. Et vous pouvez avoir en plus d'autres informations simplement en entrant F11 avec le nombre de transactions. Donc là, on rentre vraiment plus dans le détail, le nombre de transactions en cours, envoyé, appliqué et le nombre global qu'il reste à effectuer. L'objet qui est en cours de modification. On va voir le poste de journal qui est lu, qui est appliqué et qui est envoyé, avec la transaction qui est auquel le récepteur de journal, le poste de journal correspond. Donc on a vraiment toutes les informations qui sont ici et on a effectivement bien entendu le démarrage des journaux qu'on lu, le nombre moyen de transactions par heure, etc. Donc vous avez toutes les informations
que vous pouvez avoir sur un seul écran, notamment si vous voulez avoir un système, un poste sur lequel vous observez toutes les modifications, vous avez tout en un seul écran. Alors, je vous affiche aussi. Très bien. Nous avons donc, en plus de cela, nous avons une application web. Donc simplement l'adresse pour s'y connecter, ça va être l'adresse de votre IBMI avec le port et c'est IC MobileMon. De là, vous pouvez simplement sélectionner. Donc c'est très rapide à installer, très simple à installer. Et vous avez de façon simple, donc là je vous le montre sur mon ordinateur, mais vous pouvez bien sûr l'avoir sur votre mobile, afin d'avoir en tout temps, si vous avez besoin de voir s'il y a si vous êtes en réunion et que vous avez besoin de voir par exemple si la réplication fonctionne bien et si tout va bien, exactement les mêmes écrans ici en application web disponible à tout moment sur votre mobile. Et vous avez bien sûr le statut de tout ce qui se passe. Hop là, alors je vais vous montrer rapidement. Hop là, on peut donc le switch est très rapide. Il se fait au travers. Hop là. Donc vous pouvez le faire au travers de l'espace 50-50 ici. Vous avez tout qui est déjà préparé. Il n'y a rien à paramétrer, seulement des prérequis à observer. On ne va pas le faire ici, ça va être un peu long. Donc simplement, ce que je voudrais vous montrer rapidement, c'est une simulation de bascule que je vais vous montrer donc à lancer bien sûr donc sur le système cible et pas sur le système source. Donc qui est l'option voilà 43. Cette simulation, on garde toutes les informations par défaut, on la lance et il va effectuer plusieurs applications, notamment donc faire son changement de rôle. C'est un peu long, donc je profite pour vous en parler un petit peu. Il va gérer tous les objets SQL notamment. Il va s'occuper de faire toutes les modifications nécessaires pour rendre votre base de données disponible sur les systèmes cibles. Et on voit bien donc sur le moniteur web que l'application des postes a été arrêtée. Donc là, on a fait simplement une simulation. Donc pour tester vos applications, on arrête l'application des postes et le staging store sera rempli au fur et à mesure des applications. Donc très rapidement, la réplication ne s'est pas arrêtée. Donc si je regarde dans ma bibliothèque démo 1 et que je supprime par exemple cette data area test, pour l'instant, évidemment, l'opération n'est pas reproduite sur le système cible, mais dès qu'on va redémarrer l'application, donc avec l'option 44 qui est juste au-dessus, Enroll Switch. Hop là. Et on va pouvoir lui dire de faire un synchro. Alors je l'ai pas signifié ici. On peut lui forcer de faire un roll sync. C'est ici ce que je vais faire là. Et on va lui forcer un roll switch, un synchro. Et voilà. Et on va avoir ici dans notre bibliothèque l'objet test qui a bien été supprimé. Donc tout ça, on peut vous le montrer en démo, on peut venir l'installer chez vous. On peut venir l'installer chez vous, soit à distance, soit se déplacer chez vous. On peut faire des tests avec vous si vous voulez tester le produit avant de l'installer. On peut répondre à vos questions si vous en avez besoin, si vous le souhaitez, pour le produit. J'en profite d'ailleurs, si vous avez des questions pour nous, vous pouvez nous les soumettre là dans le webinaire au niveau des questions, au niveau du chat. Et sinon, bien entendu, vous pourrez passer par mail
ou même par téléphone pour nous contacter. Je vous affiche les coordonnées. Bien sûr, donc ID Info Notos en interlocuteur unique. Si vous voulez nous parler, nous poser des questions, ne vous dérangez pas. J'en profite, donc si vous avez des questions pour Étienne, maintenant que la présentation technique est finie, je vous invite à mettre vos questions dans le chat. En attendant, Étienne, moi j'ai une question pour toi. Tout à fait. Donc aujourd'hui, si j'ai déjà une solution de réplication logicielle et pour telle ou telle raison, je souhaite évaluer la solution eCluster. Comment ça se passe? Est-ce que je suis obligé d'arrêter ma solution existante pour pouvoir tester l'autre solution? Parce que forcément, c'est pas quelque chose que je veux vraiment faire. Comment ça se passe typiquement? C'est très simple. Pour répondre à l'une de tes questions, aucun besoin d'arrêter la solution de réplication existante. Comme je l'ai spécifié au tout début, toute solution de haute disponibilité est basée sur la lecture des journaux sur le système source. Donc, si vous avez besoin d'effectuer un test sur votre machine, un test de réplication, on peut simplement installer le produit. Je le spécifie maintenant, ça prend moins d'1 heure. C'est très rapide à installer, très facile. Une fois qu'on installe le produit, pour la réplication, simplement, il faut s'assurer de mettre en place un très léger délai. Alors, j'ai vu une question dans le chat. Je finis de répondre à Cyril et j'y réponds juste après. Effectivement, donc, il suffit d'installer un petit délai dans la lecture des journaux au niveau d'eCluster, ce qui lui permettra d'éviter les verrouillages et de pouvoir tester en parallèle l'application, de laisser l'application existante fonctionner et de tester en parallèle eCluster pour se convaincre de la puissance du produit. Donc très facile et aucun problème pour mettre ça en place. Alors j'ai une question qui me dit: je n'ai pas compris le but de cette fonction de role switch simulation. Alors ça va vous permettre tout simplement de tester vos applications. Typiquement, on a on a déjà une solution de réplication en cours, concurrente, et on veut tester eCluster. Donc, on a notre solution de réplication qui réplique vers une machine B et on décide de tester eCluster de réplication vers une machine C. On peut le répliquer vers la machine B aussi, ça pose pas de problème. Et donc, on teste sur cette machine C, on met en place la réplication, elle se lance, tout se passe très bien, et là, on veut tester nos applications sur la machine cible pour voir que notre applicatif fonctionne. Eh bien, le problème, c'est que si on va faire des modifications sur la machine cible ne sera plus en synchronisée avec la machine source et on risque d'avoir des décalages. Et pour essayer aussi d'éviter que la machine source, puisque c'est toujours de la machine source vers la machine cible, pour éviter que la machine source nous écrase les données qu'on est en train de modifier pendant qu'on les teste, il faut mettre en pause ce processus de réplication synchrone. Donc, afin d'éviter donc de se faire écraser nos données, ce qu'on va faire, c'est simplement un test. Donc, on peut faire le switch complet, mais c'est un peu lourd. Donc, ce qu'on va faire le plus simple, c'est d'arrêter ce processus d'application des données sur la cible, de façon à ce que notre processus de réplication ne s'arrête pas, il continue, il n'y a aucun problème. Donc, on est toujours dans une solution de sécurité, de haute disponibilité. Seulement, les applications ne seront plus verrouillées, les objets ne seront plus écrasés lorsqu'on travaille. Toutes les applications de poste de journaux seront mises en pause, ce qui va nous permettre, nous, de travailler sur une bibliothèque ou un ensemble de bibliothèques de façon complètement sereine et sans aucun blocage. Et une fois qu'on a validé le fonctionnement de nos applications sur le système cible, j'en profite, je spécifie, faites toujours attention aux clés sur les systèmes cibles. Une fois qu'on a testé notre applicatif et qu'il fonctionne, qu'on a validé le fonctionnement, donc ça sera très souvent dans une période de test, soit d'un applicatif, soit de la mise en place de la solution eCluster. Une fois que ça s'est validé, on va donc redémarrer donc l'application de ces postes, qui est symbolisée par cette seconde flèche verte qu'on a vu tout à l'heure qui s'est arrêtée, pour écraser les modifications qu'on a faites.
et remettre en temps réel la réplication. Donc faire en sorte de revenir à l'état nominal comme avant qu'on ait testé notre application. Ce qui va vous permettre de rester, lorsque vous voulez tester votre application, c'est complètement sécurisé au niveau de votre applicatif source. J'espère avoir répondu à cette question. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que l'on se quitte? Alors moi j'en ai une toute dernière, parce que je vois qu'on n'a pas d'autres dernières questions. Déjà, merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Vous étiez nombreux d'ailleurs à participer à ce webinaire. J'insiste sur le fait, et je demande, Étienne, de remettre s'il te plaît l'écran, le dernier écran, concernant Notocid Info. N'hésitez pas à contacter Notocid Info, demande d'information, pour avoir une démo spécifique, pour discuter de votre environnement, pour discuter de vos besoins. C'est vraiment des experts pointus du Power. Étienne se fera un plaisir, bien entendu, de faire une démonstration. Si vous souhaitez qu'ils viennent installer le produit, sur site, ils seront ravis de le faire. Bon, si vous souhaitez pas qu'ils viennent, ils peuvent aussi faire ça à distance. Donc ça, il y a pas de problème. Mais j'insiste sur le fait que c'est un partenaire local sur la France, au nord et au sud. C'est vraiment un partenaire de confiance. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Étienne, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Philippe, si tu es encore avec nous, je te souhaite aussi une très bonne journée. À très bientôt à tous. Au revoir. Merci à tous.